Les Philippines est leur capitale, Manille. Un archipel volcanique de plus de 7000 îles, coincé entre la mer de Chine et l'océan Pacifique. 800 d'entre elles sont habitées par 77 millions de personnes, à 95% d'origine malaise. La plus forte densité de population d'Asie. Ils sont pour l'essentiel catholiques, un héritage de la colonisation. Magellan fut le premier à baptiser ce territoire, et ce, en l'honneur de Philippe II d'Espagne. Il y trouva la mort en 1521. Le pays resta sous la domination espagnole jusqu'au XIXe siècle, puis sous la protection des États-Unis qui occupèrent le pays en 1898, puis en 1944. Enfin, l'indépendance fut proclamée en 1946. Depuis la chute du régime du président Marcos dans les années 80, le pays est confronté à de difficiles problèmes économiques et sociaux, aggravés par une insécurité dans certaines zones. Mais l'environnement asiatique, la place stratégique de l'archipel sont autant d'opportunités pour permettre son développement. Même si le pays a entamé depuis la fin du XXe siècle sa mutation, la pêche et l'agriculture restent les principales ressources du pays. Il dispose d'importantes richesses naturelles, comme du bois ou des minerais. Il est en revanche pauvre en ressources énergétiques. Incontournable, le riz reste l'aliment de base de la population. Les Ifuagos ont par exemple façonné, il y a 2 à 3 000 ans, les montagnes de Banahaw avec leurs rizières. Un paysage inscrit aujourd'hui au patrimoine mondial de l'humanité. Les terrasses grimpent jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Creusées avec des instruments rudimentaires, elles se doublent d'un système d'irrigation performant. Les Ifuagos, littéralement les mangeurs de riz, ont été convertis au catholicisme, mais ils ont aussi conservé leurs pratiques animistes. Leur chant rituel, le houdoud, dont les origines remontent au moins au 7e siècle de notre ère, est une épopée en 40 épisodes dont il faut plusieurs jours pour arriver à bout. Il est traditionnellement chanté lors des événements majeurs de la vie de la tribu. Et la récolte est l'un des plus importants de l'année. Elle donne lieu à des cérémonies hautes en couleurs. Vassilio, le chef du village de Taban, est fier de cette longue tradition. Nous cultivons le riz exactement comme nos ancêtres, un riz sauvage, rougeâtre. Et nous le coupons comme il y a 2000 ans. Nous faisons de petites bottes avec les épis et nous croyons toujours en nos dieux et nos ancêtres, grâce auxquels le riz continue de pousser. La religion et le panthéon des Ifuagos constituent l'un des ensembles de croyances les plus élaborés d'Asie. Les ancêtres participent à toutes les célébrations. Chaque famille conserve précieusement leurs ossements dans des draps qui sont ouverts à l'occasion des célébrations. Aucune pièce du squelette ne doit être égarée. Pour éloigner les mauvais esprits, les Ifuagos protègent leurs huttes avec des crânes de porc, un symbole de la richesse de la famille. On les sacrifie au bouloul, des représentations anthropomorphiques des divinités du riz que seules les familles les plus aisées peuvent posséder. Les Ifuagos partagent la passion des combats de coq avec tous les autres Philippins. Chaque célébration est l'occasion de mesurer leur force et leur agressivité. Les animaux sont généralement séparés
avant qu'il ne se blesse trop sérieusement. Dans le village de Taban, les hommes comme les femmes mâchent continuellement une préparation euphorisante. Une noix d'arec saupoudrée de chaux éteinte et enveloppée dans des feuilles de bétel. Elle procure une légère ivresse et coupe la faim lors de travaux difficiles. Une fois récolté, le riz est passé au mortier pour le séparer de son enveloppe. La récolte ne s'annonce pas mauvaise cette année. Rien n'est perdu. Les écorces sont données comme fourrage aux animaux. Pour remercier les dieux, les boulouls, les statuettes sacrées sont sorties de leur hutte. Une poule est sacrifiée en leur honneur. Le rituel est très précis. L'animal est d'abord vidé de son sang avant d'être plumé consciencieusement. Puis le sang est appliqué sur les statues pour les honorer. Le chef observe les entrailles de l'animal. Leur couleur est un présage pour l'avenir de la tribu. Cette fois, la bile est noire et c'est un bon signe. Au nord des Ifuagos vivent les Bontocs, une autre ethnie de riziculteurs. Eux aussi ont aménagé la montagne pour leurs plantations. Les Bontocs sont un peuple joyeux où chaque clan possède sa propre langue. Dans ces campagnes tranquilles, ils continuent à porter des parures d'os de serpent, à fumer paisiblement la pipe. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Les Bontocs furent aussi de féroces guerriers, des coupeurs de tête. Sous la dictature de Marcos, les peuples indigènes eurent particulièrement à souffrir de l'oppression policière. Aujourd'hui, la paix est revenue dans ces montagnes. C'est désormais l'exode rural qui pose le plus grave problème. Les jeunes désertent les campagnes et c'est tout un pan de la culture du pays qui disparaît petit à petit. Seuls les plus vieux perpétuent la mémoire, les coutumes de ces peuples millénaires. Le développement du pays est en marche. À Los Banos, aux portes de Manille, un laboratoire a par exemple été créé pour améliorer la culture du riz. Glenn est l'un des biologistes qui travaille sur ce projet. Il existe déjà 1200 variétés de riz, mais l'enjeu d'en développer de nouvelles est important. Pour plus de la moitié de la population mondiale,
Le riz est l'aliment de base. C'est surtout vrai en Asie. Les besoins en riz augmentent chaque jour. La population mondiale augmente chaque jour. La recherche est donc indispensable. Nous devons développer de nouvelles variétés qui permettent des rendements supérieurs pour nourrir ces gens. Ce laboratoire a été créé en 1960. Il accueille des scientifiques du monde entier. Leurs recherches tiennent compte des avancées technologiques et des connaissances ancestrales des agriculteurs. Les cultivateurs de riz sont eux aussi de véritables scientifiques. Ils connaissent cette plante depuis toujours. Les chercheurs ont certes les connaissances théoriques, mais le plus important, c'est que les cultivateurs et les scientifiques peuvent collaborer ensemble afin que la recherche corresponde le plus possible à leurs besoins. Loin du calme de la vie agricole, les encombrements de la vie citadine. Dans les rues de Manille, les conducteurs de jeepney font la loi. Et mieux vaut avoir les nerfs solides. Ces jeeps modifiés pour le transport en commun sont bichonnés par leurs propriétaires. George Osayan est l'un d'eux. Il y a énormément de jeepneys à Manille. C'est sûr, je ne les connais pas toutes. Mais celle-ci est sûrement la plus belle de la ville. Les jeepneys sont nés sur les ruines de Manille à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Lorsque l'armée américaine a quitté le pays en 1946, elle a abandonné sur place tous ses stocks de matériel. Les infrastructures ayant été détruites, les Philippins ont transformé les jeeps en taxis collectifs. Georges n'est pas autorisé à circuler en centre-ville aujourd'hui. Les rues sont trop encombrées. Les jeepneys n'y roulent qu'à tour de rôle. Mais le véhicule se remplit tout aussi vite. Il n'y a pas d'arrêt précis. Un simple geste de la main suffit et le taxi s'arrête. Les chauffeurs sont confrontés à une législation de plus en plus stricte. Pour embarquer des passagers, ils doivent désormais posséder une licence délivrée par le gouvernement et pratiquer des tarifs réglementés. Ces robustes machines sont confrontées à la concurrence de véhicules plus modernes. Même si les normes de sécurité laissent à désirer, les installations sont souvent luxueuses. Un voyage ne s'envisage pas sans musique et pourquoi pas sans télévision à bord. Leur originalité, leur folklore restent la référence des transports publics philippins. Les couleurs vives et chatoyantes sont censées attirer les clients. Aujourd'hui, leurs décorations sont devenues l'expression d'un véritable art baroque populaire. Chaque modèle est unique. Après 3 heures de travail, Georges a prévu de faire une pause. Il a décidé de faire quelques aménagements supplémentaires dans son véhicule. Il veut y installer des rideaux ornés du logo des Chicago Bulls, une équipe de basketball américaine. J'ai besoin du rideau comme protection contre la chaleur et la pluie, mais avant tout, il doit être beau. Michael Jordan est mon idole et les Chicago Bulls sont mon équipe préférée.
Les jeepneys circulent principalement dans les rues et les environs de la capitale. Mais elles sont aussi le moyen de transport le plus fréquemment utilisé pour couvrir de courtes distances dans tout le pays. Ces trajets, aussi inconfortables soient-ils, permettent de découvrir des paysages parfois surprenants. Parmi les plus spectaculaires, les Chocolate Hills, sur l'île de Bohol, au sud du pays. 1268 petites collines sortent du sol comme par enchantement. Pour la légende, ce sont les larmes d'un géant. Sur l'île de Palawan, au milieu de la jungle, le décor a aussi de quoi surprendre, mais pour d'autres raisons. Voici l'établissement pénitentiaire d'Eoek, une prison pas comme les autres. 1800 détenus vivent ici pour la plupart sans barreaux. Les visiteurs peuvent les rencontrer ou les regarder travailler dans les champs. César est un peu le clown de service. Il travaille à la cantine de l'établissement. Il purge une peine de prison pour meurtre, mais seule sa cuisine est vraiment dangereuse. Avec les visiteurs, il aime faire son show. Playboy, international Playboy. Tattoo? Wag na ma'am, nakakahiya naman dahil... Eoek abrite également une menuiserie et un magasin. On y vend les travaux de vannerie et d'artisanat fabriqués par les détenus. Ces revenus suffisent à financer le pénitencier. Il ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Dans cette prison, il y a en réalité 3 formules d'emprisonnement. Un quartier de haute sécurité, un niveau intermédiaire et la liberté encadrée. Cette dernière contribue à diminuer le taux de récidive. Pour Salvador, les portes de la prison restent le plus souvent ouvertes. Il travaille comme charpentier et doit simplement se présenter à l'appel chaque jour. Il n'en est pas à son premier séjour en prison. Mais à Eoek, il mène une vie presque normale. Depuis 6 ans, il possède même sa propre maison qu'il partage avec sa femme Marilou et ses 2 enfants. J'avais trop bu et j'ai tué un de mes amis. C'était terrible. Mais j'ai eu de la chance d'arriver dans cette prison. Ici, je peux travailler. J'ai ma famille auprès de moi. J'aimerais rester ici. Le règlement est simple, pas de drogue, pas d'alcool et pas de jeu d'argent. En cas d'infraction, la sanction est immédiate. Retour derrière les barreaux. Mais les gardiens sont compréhensifs. Lorsque quelques billets circulent autour du billard, ils ferment généralement les yeux. Bien entendu, Eoek est une vitrine pour le gouvernement philippin. En règle générale, il ne fait pas preuve d'une grande libéralité. Le soir, César retrouve la prison. Il n'est encore qu'en niveau intermédiaire et doit rentrer chaque jour dans sa cellule. Cette prison insolite n'est pas la seule surprise que réservent les Philippines. Certains des habitants du pays ont eux aussi de quoi étonner. Dans ce sanctuaire, la tradition prétend que la Sainte Vierge a déjà accompli des miracles. Mike est venu accompagné par Marvin Apping, un guérisseur dont voici l'histoire.
Un jour, j'accompagnais simplement mon père dans un village. Il était aussi missionnaire et il y venait régulièrement pour la messe. Puis nous avons soigné les gens. J'ai fait ce que mon père m'avait toujours appris. J'ai posé ma main sur un des patients. Soudain, il s'est mis à saigner et je me suis évanoui. Mon père m'a emmené dans une pièce voisine. Lorsque je suis revenu à moi, je lui ai demandé « Que s'est-il passé ?» Mon père m'a dit « Ce n'est rien, tu étais juste évanoui. Tu viens de recevoir la force divine. » Miracle ou mystification, Mike a choisi d'y croire. Il est venu se faire soigner de maux de ventre. D'abord, l'auscultation. Marvin passe ses doigts sur les intestins de Mike. Puis le traitement commence. Sous les doigts de Marvin, le sang commence à apparaître. Des craquements étranges se font entendre. Généralement, l'énergie qui circule dans le corps des malades n'est pas équilibrée. Il faut rétablir leur harmonie corporelle en utilisant le magnétisme. La plupart des patients veulent revenir, alors on les soigne à nouveau. Mais normalement, ils sont guéris au bout de 3 séances. Les Philippins sont profondément catholiques. Mais ces rites de guérison renvoient aux traditions des premiers habitants de ces îles. Le jour de marché au lac Cebu, certains comme les Tboli viennent se réapprovisionner. Les principales ressources de la région sont la pêche et l'agriculture. Et les étals regorgent de maïs, de riz, de canne à sucre. Armando vient chaque semaine pour vendre son poisson. Du tilapia, une variété de perche originaire d'Afrique. Le samedi, c'est le jour du marché. J'y vends des tilapias séchés, mais juste accessoirement, car ma famille et moi avons notre pisciculture au bord de la mer. Armando ne sèche qu'une petite partie de son poisson pour le marché. Les Philippines sont devenues le 3e producteur au monde de tilapia. Le poisson est particulièrement adapté à l'aquaculture et 80% de sa production provient aujourd'hui d'Asie. Il doit son succès à sa résistance à beaucoup de maladies, son adaptation à de nombreux milieux et sa capacité à se reproduire en grande quantité. C'est le cas pour l'exploitation dans laquelle travaille Armando. Avant, nous habitions en ville. Et puis, il y a eu cette annonce pour s'occuper de la pisciculture. C'est vrai qu'elle nous donne beaucoup de travail, mais ça nous plaît bien.
Et puis du coup, maintenant, on a toujours du poisson frais. Le repas, Armando le prépare généralement avec sa femme Teofila devant leur hutte. Sous ces latitudes, les habitations ne servent qu'à s'abriter pour dormir. Le reste du temps, la vie se déroule en plein air ou sous la véranda. Depuis quelques mois, Armando ne s'occupe plus uniquement de pisciculture. Il a sa propre petite entreprise de service. Il ravitaille les habitants autour du lac. Par tous les temps, une fois par semaine, il fait sa tournée. Chez les Tboli, une des ethnies qui vit autour du lac, on n'est pas franchement rassuré par cette météo. Pourtant, leurs habitations sont construites pour l'essentiel en bambou. Il n'y a pas grand-chose à craindre. Les Tboli sont très fiers de leur identité. Sans se couper de la modernité, ils réussissent à conserver un mode de vie très préservé et restent reconnus pour leur talent de tisseurs. Armando continue sa tournée. Le lac est un secteur protégé depuis 1985. Beaucoup d'habitants sont totalement isolés. Son arrivée est souvent leur seule distraction de la semaine. Sur la côte ouest de Palawan, difficile de se déplacer autrement que par bateau. L'île est la dernière frontière des Philippines. La région est entièrement protégée. Elle fait partie du parc Saint-Paul, le plus grand parc naturel du pays. Jimmy Salamputan et Dutz Relova sont gardes forestiers sur ce territoire vierge. Ils patrouillent dans la jungle en empruntant les rivières. Leur objectif, le site de Puerta Princesa, la rivière souterraine la plus longue du monde. Le parc environnant est composé d'une forêt primaire. Elle abrite de nombreuses espèces endémiques, animales et végétales. Des hordes de singes et des oiseaux rares côtoient de grands varans. Impressionnant, mais totalement inoffensif. Ce site est lui aussi classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Quand nous restons dans la jungle avec les autres gardes forestiers, nous amenons nos tentes, notre nourriture et toutes sortes de choses. Avec tout ça, ce n'est pas facile de rentrer à la maison. On fait ça 1 à 2 fois par mois. Si tu aimes la nature, tu dois sacrifier une partie du temps passé avec ta famille. Les gardes forestiers progressent dans la forêt vierge dans une atmosphère étouffante. Ils empruntent le sentier des singes, un chemin aménagé spécialement pour les visiteurs. Autrefois, les bûcherons clandestins leur menaient la vie dure. Mais les choses se sont arrangées. Tout l'espace a été rendu aux animaux. Avant, il y avait un homme influent qui déboisait sans se soucier de la protection dont bénéficie ce parc national. Mais quand le nouveau maire est arrivé, il a fait arrêter tout cela. Il est contre le déboisement ici à Puerto Princesa. Quelques villageois des environs posent encore problème. Dutz et Jimmy tentent de les sensibiliser à la protection de l'environnement. Mais l'entreprise demande du temps. En attendant, leur feu clandestin reste dangereux. Dans la mangrove, les gardes forestiers surveillent les coupes. Les palétuviers étaient utilisés pour la construction des bateaux et des huttes. Leur abattage à outrance a provoqué des dégâts irréparables sur cet environnement fragile. Aujourd'hui, il est indispensable de les protéger. Ils stabilisent les sols et abritent une faune prolifique et unique. Avant, nous avions un gros problème. C'était difficile de parler avec les gens. Mais au bout d'un moment, ils ont compris qu'ils avaient besoin de la forêt et de la nature. Pour atteindre leur objectif, les gardes-chasse doivent emprunter une petite embarcation, un bancasse. La rivière s'engouffre dans une grotte spectaculaire sous la montagne Saint-Paul. Un peu plus de 8 km plus loin, elle ressortira pour se jeter dans la mer de Chine. Le site abrite d'impressionnantes et majestueuses cathédrales de roche, de vastes vestibules qui constituent d'intéressantes formations géologiques. Une bonne partie de ce labyrinthe reste encore inexplorée. La rivière souterraine fait 8 km 100, mais le bateau ne peut s'enfoncer que sur 4 km et demi. Les autres grottes s'explorent à pied. Mais nous ne laissons les visiteurs parcourir que 1 km et demi. Au fil du parcours, la grotte change d'aspect. Des stalactites et des stalagmites, formés par les infiltrations d'eau pendant plusieurs millions d'années, ornent les parois de pierre. Tantôt ce sont des galeries lisses, tantôt des cavernes irrégulières,
où des excroissances étranges alternent avec des formations en filigrane. Personne ne connaît vraiment la profondeur de l'eau et ce qui s'y cache. Les chauves-souris sont parmi les seuls habitants de cette obscurité. 9 espèces différentes ont été recensées dans la grotte. Elles dorment la journée sur les rochers en hauteur et la nuit, elles partent à la chasse. Parfois, elles crachent. Alors, il faut se méfier quand on les voit ouvrir la bouche. Nous tenons des comptes précis et on estime qu'à peu près 40 000 chauves-souris vivent ici. 3 heures plus tard, la barque atteint la sortie. Après le froid et l'obscurité, Doots et les autres gardiens apprécient de se retrouver à l'extérieur. Cette jungle est aussi le refuge d'animaux très étranges. Sur l'île de Bohol, Danny est à la recherche d'un tarsier. De la taille d'un petit rat, cet animal a toutes les aptitudes du singe. La nuit, il chasse les insectes et les lézards qu'il capture en sautant de branche en branche. Le jour, il reste souvent insaisissable. Cette espèce en voie de disparition ne vit que dans les îles d'Asie du Sud-Est. Pour la protéger, une fondation a été créée en 1996. Les gens prennent en général les tarsiers pour des singes parce qu'ils bougent de la même façon. Ils sautent même d'arbre en arbre comme eux. Ils sont tout aussi agités. Mais la grande différence, c'est que les tarsiers ne mangent pas de fruits comme les bananes par exemple. Les tarsiers se nourrissent d'insectes. Les gens se trompent quand ils prennent les tarsiers pour des singes normaux. Leurs yeux immenses leur permettent de voir dans l'obscurité. Ces animaux sont extrêmement sensibles à toute modification de leur environnement. Ils sont certainement parmi les plus anciens êtres vivants sur Terre. L'enjeu de leur préservation est donc important et Danny les étudie et se bat pour leur défense. Il semble lui en être reconnaissant. Aujourd'hui, il le laisse les observer. Au moins pendant quelques instants. Dans les îles de l'archipel de Bakil, au nord de Palawan, ce sont les hirondelles qui font l'objet de toutes les attentions. Ou plutôt leur nid. Une denrée très recherchée dans la gastronomie chinoise. Les noirs rochers d'El Nido sont des îlots pour la plupart inhabités. Une destination idéale pour les robinsons en herbe. Ricardo fait la navette entre chaque rocher. Il fait découvrir aux curieux ses criques et ses coraux très peu fréquentés. L'archipel de Bakil est encore épargné par le tourisme de masse. Son accès reste difficile. Depuis Puerto Princesa, capitale de la province, il faut compter au moins 15 heures. Mais le jeu en vaut la chandelle. Au fond des grottes que cachent les rochers, s'abritent des colonies de slanganes, des petits martinets au plumage brun, improprement dénommés hirondelles. Pendant la période située entre la fin de l'hiver et le début du printemps, les oiseaux viennent nidifier dans les recoins obscurs et inaccessibles.
À l'aide de leurs glandes salivaires et du liquide épais qu'elles sécrètent, ils construisent un nid qui fera au final la taille d'un œuf de poule. Un nid auquel les Chinois prêtent de nombreuses vertus. Presley est chasseur de nids et El Nido est son territoire. Les rochers noirs sont assez risqués. La pluie et l'humidité rendent les pierres très glissantes. Pour cette fois, il n'a pas de chance. Apparemment, quelqu'un l'a déjà précédé dans la grotte. Il ne reste qu'un seul spécimen. Pour ramener de quoi gagner quelques pesos, il ne reste à Presley qu'à attendre le soir. Il pratiquera le ganti-ganti, la pêche traditionnelle à la sèche. La mer assure aux pêcheurs des environs de quoi subsister au jour le jour. C'est aussi le lot commun des habitants de Suka Suka, un village au cœur de la mer. Leurs huttes sur pilotis sont construites au milieu de la baie de Sula, le long d'un immense récif. Youssouf est l'homme qui maintient le contact entre ses habitants de la mer et le reste du monde. Il est taxi maritime et transporte les hommes comme les marchandises. À Suka Suka, la vie est rythmée par le cycle des marées. À marée basse, l'heure est venue de travailler dans les champs d'agal-agal. Cette algue pousse à une vitesse vertigineuse dans ces eaux chaudes. Il y a quelques semaines, les femmes ont déposé de petites pousses sur des cordes. Aujourd'hui, pour la récolte, il ne reste qu'à rassembler des guirlandes entières de plantes. Avec le poisson, l'agal-agal est l'aliment le plus répandu dans la région. L'algue se consomme fraîche ou séchée. Les récoltes sont généreuses. Une partie peut être vendue sur le marché. C'est Youssouf qui est chargé de convoyer l'excédent jusqu'à Sitanké, une ville elle aussi sur pilotis, située à l'extrême sud du pays. En Tarsilas, la langue des premiers habitants de cette région, son nom signifie la gouttière. Car lors des grandes marées, les courants qui suivent le rivage se rassemblent tous ici. En entrant en ville, Youssouf prend au passage une cargaison supplémentaire, du poisson qui doit être séché. Il embarque même une passagère et se dirige vers le canal principal. Le long de celui-ci s'étendent les deux seules rues bétonnées de la ville. Elle est rattachée à une île qui compte en tout 37 000 habitants répartis dans 25 quartiers. Dans les maisons de cette Venise du Sud vivent 6 000 habitants originaires de différentes ethnies.
Une ville colorée et vivante où la vie et les échanges se déroulent sur les canaux, les passerelles. Un lieu d'échange. Sitanke est relié au nord à la mer de Sulu, à l'est au passage de Sibutu et à l'ouest au canal d'Alice. La ville est une porte vers l'Indonésie, Singapour, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le marché a lieu sur le canal principal. C'est également là que se trouvent nos commerces. Nous devons presque tout importer parce qu'ici, il n'y a presque que du poisson et du varech. Mais on trouve presque tout chez nous. Les commerçants font venir beaucoup de marchandises de Bornéo. Les échanges avec la Malaisie toute proche sont plus importants qu'avec Bongao, la capitale de cette province des Philippines. Contrairement au nord du pays, ici, la majorité de la population est musulmane, comme leurs voisins indonésiens ou malais. Mais parallèlement à cette foi, subsistent des coutumes plus anciennes. Et Youssouf a une autre raison de rester aujourd'hui à Sitanke. Son neveu Moussa se marie. Les deux familles se réunissent dans la maison de la mariée pour célébrer cette union. Chez nous, il est d'usage que la cérémonie se déroule dans la maison de la mariée, mais elle n'y prend pas part. Le couple arrive ensemble plus tard. L'officiant doit d'abord rappeler au marié ses devoirs, pendant que la mariée attend. Puis les promis se retrouvent enfin. Leur union n'est pas scellée par un baiser, mais par du riz. Ils s'offrent respectivement à manger dans leurs mains. Une fois ce rite accompli, le repas de noces peut commencer pour tous les invités. Les réjouissances se poursuivront encore pendant de longues heures. Après une journée bien remplie, il est temps pour Youssouf de rentrer chez lui. À la lumière du soleil couchant, il reprend sa barque pour une dernière traversée, pour retrouver loin de Sitanke le calme de la mer de Sulu.